Bonjour tout le monde. Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit outil que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Devenv. Donc déjà je voudrais faire un petit historique d'où on vient sur la gestion des environnements de développement en informatique. Donc il y a bien longtemps, on avait droit à un README de 873 lignes, compatible uniquement Debian 6, et malheur à vous si vous aviez une autre distribution, et bonne chance pour suivre toutes les étapes. Pour les plus chanceux, il y avait une machine virtuelle fournie par l'équipe infra qui était potentiellement à jour ou pas, et il y avait des morceaux qui marchaient plus ou moins bien. Mais globalement, ça faisait mal. C'était dur, et on se disait, jamais je formaterai ma machine. Plus jamais. Et il y a un peu moins longtemps, on a déjà commencé à avoir des choses qui facilitaient la mise en place de notre environnement de développement avec des outils comme Ruby Version Manager, Node Version Manager, PyEnv. Et là déjà, petite révolution, on peut avoir plusieurs versions de langage sur sa machine. Ça, c'était sympa. Mais on doit encore gérer les dépendances système, les services, qu'est-ce que je dois faire si j'ai deux versions de Postgre. Ça ne résout pas toutes les problématiques. Mais déjà, et donc il faut installer la gestion des versions pour chaque langage. Quand on a pas mal de langages différents et un peu de turnover, c'est pas très pratique. Mais déjà, c'était pas mal. On se sentait mieux. Et puis après, petite révolution, même grosse révolution dans le monde du développement, on a eu Docker. Docker, alors là, on isole les dépendances sans avoir à sacrifier les performances. On peut piocher dans tout un catalogue d'images préconfigurées pour démarrer rapidement, c'est génial. En plus de ça, si on veut rajouter des éléments, on se base sur celle-ci avec un extend, comme si on veut rajouter des choses dessus. Et on orchestre tout ça avec Docker Compose. Donc on a tous nos services, on peut leur dire comment ils communiquent ensemble. C'est pas mal du tout. Et là, donc c'est l'outil parfait. On va dire pourquoi aller chercher plus loin. On a déjà absolument tout ce qu'il faut dedans. Alors, la réalité pour moi, c'est quand même que on isole les dépendances sans avoir à sacrifier les performances, sauf les gens sur Mac, parce qu'en fait, Mac, c'est une machine virtuelle qui fait tourner Docker. Donc, machine virtuelle, c'est plus lent, c'est mieux maintenant quand même, ça s'est beaucoup amélioré, mais en fait, les utilisateurs de Mac sont en fait privés de du vrai gain de performance de Docker. Ensuite, si jamais on a des vieilles applications qui s'attendent à ce que ils aient accès à un autre runtime, par exemple, on a du PHP qui veut avoir accès à du JavaScript, avec Docker, c'est déjà un petit peu plus touchy parce qu'on n'étend que d'une seule image. Après, il faut faut récupérer plusieurs images et espérer un petit peu bricoler. Mais c'est pas très pratique, c'est pas trop prévu pour. Et en plus de ça, dans le développement, au quotidien, en fait, on aime bien avoir notre petit bash RC sympa avec toutes les features un peu cool, installer les outils préférés. Et en fait, on passe le plus clair de notre temps dans un shell SH tout moche, ce qui est un peu dommage. Et en fait, le plus gros point, c'est que sur notre Dockerfile, en fait, on écrit en impératif. Donc, on doit écrire l'install, alors que j'aimerais bien pouvoir déclarer ce dont j'ai besoin et que ça bosse à ma place. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du déclaratif? Donc, je m'appelle Loïc Bourg, je suis lead technique à IT Network, donc c'est une petite ESN sur Clermont et Paris. Je fais principalement du Symfony et du React. Et puis maintenant un petit peu de LLM comme tout le monde en essayant de voir si on peut faire des choses sympas avec. Et donc je switch directement sur de la config. Globalement, je vous passe l'étape d'installation, de configuration. Concrètement, il y a un seul fichier de config qu'il faut toucher, c'est un fichier .nix qui est en gros du Haskell avec un peu de JSON, mais la syntaxe est plutôt facile à lire. Hein. Et en fait, si on veut, par exemple, du JavaScript, on dit juste qu'on veut du JavaScript et on indique la version. Ça, derrière, un petit exemple, là sur ma machine, donc j'ai Node d'installer en Node 20. Je vais directement sur mon exemple, hop, là, j'ai Node 18. Comment c'est possible? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a modifié votre pass pour faire en sorte que votre version de Node aille chercher dans le Nix Store. Je vous expliquerai un petit peu juste après ce que c'est que le Nix Store. Du coup, bon, on veut avoir en même temps du Ruby. Pas de souci. On met Ruby 3.3 et
là, sur ma machine, j'ai rien. Je n'ai même pas de Ruby. Je vais sur mon exemple. Hop, on a Ruby. Version 3.3, comme prévu. Et en plus, si je m'en vais, ça nettoie tout ça. Donc, on n'a pas le pass qui est pollué. Donc, on peut s'amuser facilement à changer de dossier et changer de projet facilement. Donc, ce n'est pas de la magie. Cet outil, donc, il est basé sur Nix. Nix, c'est un outil qui permet de faciliter le packaging de dépendances de manière déclarative. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, ce sont des fonctions pures où il faut être capable de prouver que notre paquet et de déclarer toutes les dépendances de notre paquet. Et donc, derrière, on utilise un système de hub qui s'appelle NixPKG, où on a à disposition toutes les dépendances qui ont déjà été construites. Pour vous expliquer rapidement le principe, en fait, c'est que on a déjà, on va repartir aux bases. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour avoir un binaire? On va en général avoir le compilateur qui va compiler des sources pour arriver à un binaire. Deuxième point important à comprendre, ce que c'est qu'une fonction de hachage. Par exemple, dans notre fichier source, si on applique notre fonction de hachage, on va avoir une chaîne de caractères. On va toujours avoir la même chaîne de caractères si on ne change pas le fichier. Si le fichier change, on aura une chaîne de caractères différente. Si on comprend bien ces deux points, on a ce schéma un petit peu plus complexe. Donc là, on retrouve en haut notre compilateur avec les sources qui fait notre binaire. Ça, c'est notre package final qu'on voudrait réaliser. Dedans, on a aussi besoin d'un fichier de configuration pour notre paquet. Donc là, ici, ce qu'on va mettre dans notre fonction de hachage, c'est tout ce dont on a besoin pour avoir notre dépendance. Donc ici, le fichier source, le fichier de config et aussi les compilateurs. Parce qu'en fait, suivant la version du compilateur, on n'a pas forcément le même binaire. Grâce à ce mode de fonctionnement, en fait, Nix est capable de comprendre exactement comment tous les paquets se construisent et donc de télécharger dans un dossier isolé dans votre machine toutes les dépendances. Nix, en fait, il fait la chasse aux librairies partagées. Pour eux, ça n'existe pas. Il faut à tout prix que tout soit démontrable et isolé. Maintenant qu'on a compris ça, on peut continuer à rajouter un peu ce qu'on veut dans notre devenv.nix. Par exemple, tiens, j'ai envie de PostgreSQL. Pas de souci, on ajoute. Qu'est-ce que ça rend? Hop, je vais dans mon dossier. Encore une fois, c'est super rapide. Hein. On fait un petit devenv up, donc là pour lancer les services, bien sûr. On a le droit à un petit terminal user interface assez sympa et qui nous affiche notre Postgre. Tranquille. Donc là, on est bien. Et ça, tout tourne en local. Il n'y a pas de notion de conteneurisation ou de machine virtuelle. Encore un petit truc en plus. Bon, et si on se mettait un petit serveur Node qui tourne, maintenant qu'on a installé Node, hein. Allons-y. On va dans notre dossier. Donc là, ça c'est ce qui se passe quand le cache n'est pas 100% frais. On fait un devenv up, encore une fois. Et là, on a nos deux process qui tournent, notre Postgre qui est là, et notre application Node qui tourne également sur le port. Donc, voilà. Sur cet outil-là, je trouve qu'il y a deux avantages principaux que j'adore. C'est que c'est déclaratif. Là, en fait, vous allez déclarer ce dont vous avez besoin. Ce qui fait que vous allez juste avoir besoin d'indiquer de la configuration et derrière, l'outil va travailler pour vous. C'est un peu voilà, le principe. Et en plus, c'est reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, vous écrivez un devenv.nix, mais vous allez également avoir un fichier de lock qui va définir exactement tous les hash dont vous avez besoin de toutes vos dépendances. Donc, quelqu'un qui arrive sur le projet, il va arriver sur il va s'aider dans votre dossier. S'il a devenv d'installer, ça va tout installer et ça va tout installer exactement à la même version que vous. Ce qui est sympa aussi avec devenv, c'est que il y a beaucoup de langages et de services supportés, donc globalement, on peut installer plein de trucs facilement. C'est isolé, donc c'est-à-dire que vous ne polluez pas
vous ne poliez pas votre machine en disant bah, j'ai besoin d'installer PostgreSQL, mais finalement j'ai besoin d'avoir un 16, un 14 et un 15 sur la même machine. Donc en fait, comment je fais? Donc après, c'est moins pratique, ou même avoir des différents langages. C'est compatible Linux et Mac natif. Ça, c'est super cool, parce que ça veut dire les problèmes de performance avec Mac, on n'en parle plus. Je trouve ça assez facile à utiliser. Alors bon, ça c'est subjectif, mais je trouve que cette config, elle est assez facile à prendre en main. Et c'est vachement rapide. Vous avez vu, alors je vous ai passé l'étape de téléchargement, mais quand on change de dossier, c'est très rapide, donc c'est super agréable à utiliser. Bon, bien sûr, c'est pas un outil parfait, ça n'existe pas de toute façon. C'est déjà assez récent. Donc on parle d'une réécriture en Rust en mars 2024. Donc peinture fraîche, attention. La communauté Nix, elle est assez fragmentée. Donc Nix, c'est un vieux projet, hein, ça date de 2003. Donc ça fait longtemps qu'ils packagent des choses et ils savent faire. Par contre, en fait, on arrive à un moment où justement, il y a les personnes qui préféraient comment c'était avant et les personnes qui voudraient réécrire des choses en Rust, essayer de faire des trucs un peu plus sympas. Et bon, bah, comme souvent dans certains projets, il y a un risque qu'il y ait une espèce de scission entre ceux qui veulent que rien ne bouge et ceux qui veulent essayer de faire avancer les choses dans la direction qu'ils pensent être la bonne. Et après, le risque, par contre, c'est que si jamais c'est pas packagé sur Nix, vous allez potentiellement avoir besoin de packager vous-même des éléments et d'apprendre un petit peu la syntaxe de Nix. Et là, c'est là où ça peut être un peu plus problématique. Mais il faut quand même savoir que vu que si jamais vous ne voulez pas avoir un truc 100% Nix, dans les process, si vous avez une image Docker que vous aimez bien, bah vous faites un podman run et vous avez votre conteneur qui tourne. Donc, c'est pas forcément à mettre en face à face avec Docker, ça peut aussi se dire que c'est un complément, ou par exemple Dev sert pour le runtime et Docker pour les services. Ça, c'est vous qui voyez comment vous pouvez l'utiliser, mais je pense quand même que c'est super intéressant à utiliser pour se dire que on est sur notre machine et on a accès aux petits outils du quotidien qu'on aime bien. Et en plus, Dev peut aussi faire installer des éléments graphiques si on veut, puisqu'on reste sur sa machine encore une fois. Voilà, et du coup, si vous avez des questions.